À une époque où l'incinération est la règle, les inhumés assis sont singuliers. Une étude des squelettes, de la taphonomie et de l'environnement nous a conduit à reconnaître dans ces défunts des sacrifiés humains. Cette citation est tirée d'un article scientifique publié en 1998. Dans cet article, l'archéologue Bernard Lambeau présente le site qu'il a découvert et fouillé, Assy-Romance, un village gaulois. Un village dont les habitants auraient pratiqué le sacrifice humain. Alors, est-ce que ça y est, est-ce qu'après toutes ces vidéos sur les Gaulois, on aurait enfin déniché une véritable preuve de sacrifice humain? Eh ben, peut-être. Mais ce dossier archéologique n'est pas des plus simples et vous réserve quelques surprises. Alors installez-vous confortablement et tâchons d'élucider ensemble le mystère des Gaulois assis. Tout commence en 1979. En survolant la campagne ardennaise à la recherche le site archéologique, Bernard Lambeau remarque d'étranges figures dans les champs. Ce sont des anomalies de végétation. En fait, à ces endroits, les racines des plantes ont rencontré des structures archéologiques et ont poussé différemment que les plants voisins, ce qui dessine ces formes révélatrices de vestiges enfouis. Bernard Lambeau note les différents emplacements, commence à discuter avec les agriculteurs pour négocier et finit par obtenir quelques moyens et des autorisations pour commencer les fouilles. Dès lors, chaque été, les exploitants agricoles vont confier leurs terres aux archéologues bénévoles qui vont dévoiler l'histoire du lieu. Au fur et à mesure des décapages, vont apparaître des tombes, des fossés et toutes sortes d'anciens creusements dont il ne reste que les négatifs, les empreintes si vous voulez. Il y a des silos où on stockait des céréales, des fosses qui ont servi de dépotoir, de poubelles, et bien sûr des trous de poteaux, seul vestige des bâtiments gaulois. Au final, c'est un village entier qui va se dévoiler avec des nécropoles périphériques, sorte de cimetières. Sauf qu'assez rapidement, les archéologues vont rencontrer d'autres vestiges assez étranges. Par exemple, au nord de la Grande Place. On y découvre face à un grand bâtiment, une petite esplanade. Une petite esplanade occupée par 6 squelettes. On s'aperçoit que les parties hautes des corps ont été emportées par les labours, puisque je vous rappelle que ces terres étaient cultivées, mais il apparaît tout de même assez clair que ces gens ont été enterrés assis, si ce n'est recroquevillés. Sur le coup, ça paraît tellement bizarre qu'on propose de dater ces gens du Chalcolithique, c'est-à-dire de la toute fin de la préhistoire, donc bien avant le village gaulois. Bon, pour être sûr, on fait quand même une datation au carbone 14, et là, surprise, on s'aperçoit que ces squelettes datent en réalité du second âge du fer, de l'époque lathénienne. Ces gens sont donc parfaitement contemporains du village gaulois. Ce retournement de situation pousse l'archéologue Bernard Lambeau à réexaminer la zone, ce qui va engendrer son lot de découvertes inexplicables. Vous allez voir, c'est assez sympa. Suite à la datation des inhumés, Bernard Lambeau s'interroge. Et si les grands bâtiments qui bordent la place n'étaient pas des granges et des ateliers comme on le supposait, mais plutôt des temples? L'idée séduit, d'autant que le plus grand de ces bâtiments est situé juste en face des sépultures bizarres, et qu'à l'intérieur, on découvre une structure étrange. Cette structure étrange, c'est ceci, une cavité qui n'est autre qu'un puits, mais un puits assez particulier, puisqu'avec ses 7 mètres de profondeur, il n'atteint pas la nappe phréatique, située quant à elle à 60 mètres. Autrement dit, ce puits ne permettait pas de capter de l'eau, il ne servait à rien, à moins d'envisager une autre fonction que celle d'un puits classique, fonction qu'on verra un peu plus tard. Dans le même temps, on découvre d'autres inhumés assis, à la fois sur l'esplanade du début, où leur nombre total passe de 6 à 19, mais aussi à côté d'un autre bâtiment où 3 inhumés sont isolés et regardent vers le soleil levant. En plus de ces inhumés assis, un dernier squelette est découvert en plein village, mais c'est un cas un petit peu différent puisque lui n'est pas en position assise. En effet, cet individu a été enterré à la hâte, dans une ruelle, juste derrière un mur. Et c'est évidemment très inhabituel, puisqu'à l'époque on enterre plutôt les défunts dans des nécropoles, sorte de cimetière bien séparés de l'habitat. Autre élément bizarre, cette personne enterrée dans la ruelle avait les mains attachées et porte encore la trace d'un coup de hache en pleine tête. Il a donc été tué. Voilà les éléments principaux. Des temples, un puits inexplicable, un personnage abattu à la hache
et surtout des inhumés assis. Alors pour donner du sens, on décide de faire examiner les squelettes en espérant répondre à 2 questions. D'une part, qui étaient ces gens? Et d'autre part, comment sont-ils morts? À ce stade, l'enquête se complique, car non seulement les squelettes sont incomplets, rappelez-vous que les labours ont enlevé le haut des corps, mais en plus, même les os restants sont très mal conservés. Il apparaît vite impossible de déterminer les causes de la mort, ainsi que l'âge au décès. Ces gens étaient des adultes, ça on peut le dire, mais on n'en sait pas plus. Seul point positif, le sexe de 8 inhumés assis parvient à être identifié. Et verdict, tous les inhumés assis dont le sexe est identifiable sont des hommes. À première vue, les inhumés assis seraient donc des hommes adultes. Mais ça n'est pas le plus intéressant. En effet, la position des os est interprétée et mène à une conclusion tout à fait inattendue. Ces gens auraient été momifiés. D'après Bernard Lambeau, chaque cadavre aurait été placé dans une caisse en bois qui aurait été descendue au fond du puits, dans le grand temple. C'est là, dans l'obscurité du puits, qu'on aurait laissé les corps se dessécher, en comptant sur le fait que l'écoulement des fluides nourrisse les dieux souterrains, qu'on appelle aussi les dieux chtoniens. En fait, pour Bernard Lambeau, ces gens ont véritablement été sacrifiés, c'est-à-dire mis à mort pour être offerts aux divinités. Cela dit, un détail fait obstacle à cette hypothèse, et peut-être que vous l'avez déjà perçu. En effet, il n'y a pas de preuve que les inhumés assis ont été tués, ont été mis à mort, puisque pour rappel, il manque le haut des corps. On pourrait tout aussi bien imaginer que les inhumés assis soient morts de causes naturelles, de vieillesse, de maladie, que sais-je. Alors, pour justifier son hypothèse de sacrifice, Bernard Lambeau fait un parallèle avec un autre cas, le fameux squelette de la ruelle. Souvenez-vous, dans une petite ruelle, derrière un mur, avait été enterrée la victime d'un coup de hache. Après examen, il s'avère que cet individu est un homme, assez jeune d'ailleurs puisqu'il avait entre 18 et 30 ans. Le coup de hache lui a effectivement été fatal, c'est le coup mortel, et d'après un médecin légiste, il a été porté depuis l'arrière, tandis que le malheureux se tenait à genoux. Au passage, je vous rappelle qu'il avait également les mains liées. Bref, Bernard Lambeau propose d'y voir un sacrifice, même si pour une raison inconnue, la victime n'aurait pas été momifiée comme les autres et enterrée assise. Quant à l'arme du crime, la hache, elle correspond avec ce type de hache, qu'on a retrouvé dans certaines tombes des nécropoles voisines. Tombes qui seraient donc, selon Bernard Lambeau, celles des sacrificateurs. Alors ça fait beaucoup d'informations et ça paraît un peu décousu pour le moment, mais Bernard Lambeau va reprendre chacun de ces éléments et les replacer dans le temps pour aboutir à une histoire. Une histoire du village d'Assy-Romance, village gaulois marqué par d'obscurs rituels. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Écoutez bien, ce sera important pour la suite. Nous sommes vers 180 avant notre ère. Une communauté gauloise, probablement des Rèmes, s'installe à Assy-Romance. Ils commencent par élever des maisons autour d'un très ancien tumulus qu'ils attribuaient probablement à un ancêtre, et ils inaugurent la grande place au point culminant du village. À cette époque, les indices comme la richesse des tombes ou la qualité des viandes consommées indiquent des temps prospères. C'est là, entre 180 et 100 avant notre ère, qu'auraient été pratiqués les sacrifices humains. Tous les 5 ans, les habitants auraient attendu la saison froide pour mettre à mort un esclave et le laisser se dessécher au fond du puits. Ces rituels macabres auraient duré à peu près 80 ans, avant de s'interrompre brutalement à une période où le village semble connaître des bouleversements entre -100 et -80. En effet, à cette époque, et d'après Bernard Lambeau, les villageois auraient abandonné la grande place. Ils auraient aussi condamné les temples et rebouché le puits rituel. Par-dessus tout ça, ils auraient stoppé les sacrifices humains, signe que cette pratique aurait été frappée d'un interdit. Sauf qu'au même moment, alors que la pratique du sacrifice humain venait d'être frappée d'un interdit, le village serait entré dans une période de difficulté, marquée par un appauvrissement général et assez important. Aussi, les Gaulois d'Assy-Romance, nous raconte Bernard Lambeau, auraient été plongés dans la peur. Pour conjurer le sort, ils auraient décidé de violer l'interdit en procédant à un ultime sacrifice humain. Ils auraient choisi un esclave, l'auraient abattu comme le faisaient leurs ancêtres,
Et faute de pouvoir le momifier, le puits ayant été comblé et les temples ayant été fermés, il se serait contenté de l'ensevelir à proximité des anciens sacrifiés, dans la fameuse ruelle. Une fois ce dernier sacrifice effectué, les rituels du village se seraient finalement adoucis, en prenant la forme, entre autres, le sacrifice de brebis. Dans tous les cas, le village aurait continué son déclin jusqu'à se vider totalement de ses habitants à l'aube du 1er siècle. Et c'est là la fin de l'occupation gauloise et de notre histoire. Voilà donc le scénario proposé par Bernard Lambeau. Si bien qu'à ce stade, on serait tenté de répondre que oui, on a effectivement trouvé une preuve véritable de sacrifice humain gaulois. Sauf qu'en réalité, c'est un petit peu plus complexe, et il se trouve que toute l'histoire que je viens de vous raconter est probablement fausse, ou du moins assez éloignée de la réalité historique. Il est donc temps de mener une petite contre-enquête. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, mais il s'avère que l'histoire que je viens de vous raconter est construite sur un grand nombre d'incertitudes. Déjà, rien ne prouve que les inhumés assis aient été tués, rien ne prouve qu'ils aient été mis à mort. Ils pourraient tout aussi bien être morts de vieillesse, de maladie ou que sais-je. Alors, pour défendre l'hypothèse d'une mise à mort, Bernard Lambeau les relie à la victime du coup de hache, mais cet argument est discutable. En fait, rien ne prouve qu'il y ait un lien entre ces deux affaires, et rien ne prouve non plus que le jeune homme tué d'un coup de hache ait été sacrifié. J'irais même jusqu'à dire que son cas évoque plutôt un fait divers. Les mains attachées, l'enterrement à la hâte, en cachette, derrière un mur, tout ça me fait plutôt penser à un règlement de compte qu'à un sacrifice humain. Le choix de cette petite ruelle avec ce mur pour cacher l'enterrement, ça fait vraiment penser à une dissimulation de cadavre. Donc attention, il n'y a pas forcément de connexion entre cette affaire et les inhumés assis. Et de toute façon, même si on part du principe que les inhumés assis ont effectivement été tués, qu'ils ont effectivement été mis à mort, reste que le sacrifice humain n'est pas la seule option. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une sanction pénale, une condamnation à mort par exemple. En conclusion, il n'est pas sûr que les inhumés assis aient été mis à mort. Et quand bien même on imaginerait une mort violente, ça n'est pas une raison pour privilégier le sacrifice comme seule hypothèse. Mais au-delà de ça, j'ai pas encore parlé du plus gros problème dans le scénario proposé par Bernard Lambeau, qui est la momification. En effet, cette piste a fait l'objet d'une controverse. Plusieurs chercheurs, comme Elisabeth Rousseau, ont souligné qu'aucune donnée de terrain ne vérifiait clairement la momification. De même, Sophie Liégard et Laure Pecker ont pris des distances avec cette interprétation. Pour faire très simple, je dirais deux choses. Premièrement, il est délicat de déchiffrer une momification sur un squelette. Dans le cas d'Acier Romance, les indices n'ont pas convaincu tout le monde et on ne peut pas assurer qu'il y a eu momification. Deuxièmement, l'interprétation du puits est discutable. Jean-Louis Bruno, par exemple, a souligné qu'une momification dans un milieu si humide et mal ventilé était assez peu crédible, d'autant qu'à l'intérieur du puits, aucun ossement n'a été découvert, ni même à l'intérieur du bâtiment en général, pas même un petit bout de phalange, rien. Aujourd'hui, la majorité des archéologues ont donc abandonné cette image de puits momificateur, faute d'éléments tangibles. Comme le souligne Jean-Louis Bruno, ce puits est peut-être simplement un ouvrage inachevé, un puits qu'on a commencé à creuser, mais qu'on a rapidement abandonné et rebouché. Bref, on pourrait continuer, mais vous avez compris l'idée. Cette histoire du village, qui est souvent présentée d'ailleurs comme une vérité historique et archéologique, est en réalité sujette à caution. Mais si on revient à la base du raisonnement de Bernard Lambeau, cette intuition qu'il puisse s'agir de sacrifices humains, ça reste tout de même recevable, à condition d'enlever tout le scénario avec le puits rituel, l'histoire du sacrifice frappé d'interdit, etc. Aussi, jusque dans les années 2000, l'hypothèse du sacrifice humain était l'hypothèse dominante dans la littérature scientifique. Sauf qu'à partir de cette date-là, à partir des années 2000, tout a basculé. En effet, il s'est produit à partir des années 2000 une série d'événements inattendus, à savoir des découvertes d'autres inhumés assis. Désormais, le cas d'Acier Romance n'était plus isolé.
Hop, petit ajout au moment du montage, je viens de passer la partie contre-enquête que vous venez de voir, et je m'aperçois qu'il y a un côté un peu debunk dans cette partie. Alors je tiens à préciser que mon but est d'apporter de la nuance, comme à chaque fois dans mes épisodes, mais en aucun cas de remettre en cause l'intégralité du travail de Bernard Lambeau. C'est vraiment pas du tout le propos. Je rappelle que Bernard Lambeau a consacré près de 20 ans de sa vie à l'étude de sites archéologiques, et qu'il nous a offert par là même le seul village gaulois actuellement connu dans son intégralité, ou presque. C'est très rare en archéologie d'avoir des sites comme ça qui sont fouillés de manière extensive, et c'est un travail qui force le respect. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout dans le débunkage d'une idée farfelue sans argumentation. Non, là on est vraiment dans de la discussion autour d'une hypothèse scientifique. Voilà, cela étant précisé, retour à l'épisode, moi je vais me remettre au montage. Voilà. À ce jour, une dizaine de sites ont livré des inhumés assis en France et en Suisse actuelle, si bien que le nombre de cas a été porté à 49 pour l'ensemble du monde gaulois. La pratique est attestée pendant tout le second âge du fer, l'époque qu'on appelle l'Athènes, c'est-à-dire l'époque des Celtes et Gaulois historiques. Les archéologues Sophie Liégeard, Laure Pecker et Valérie Delattre se sont penchés sur le phénomène et en ont dressé des synthèses qui permettent d'en avoir une vue d'ensemble. Et ce qui frappe au premier abord, c'est l'extrême ressemblance entre les cas. En effet, on s'aperçoit que tous les inhumés assis sont des hommes. Il n'y a aucune femme. Il semble que ce traitement funéraire n'ait pas été ouvert à la population féminine. Mais ce n'est pas tout. On s'aperçoit aussi que parmi ces hommes, il n'y a que des adultes. Un seul sujet sur les 49 est interprété comme étant biologiquement immature, puisqu'il avait entre 10 et 14 ans, mais socialement, il était probablement déjà considéré comme un adulte parmi les siens. Nous n'avons donc a priori que des hommes adultes, ce qui ne correspond pas à une population prélevée au hasard. Alors ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y a eu un processus de sélection. Aussi, ceux qui sont enterrés assis n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient choisis selon certains critères, dont seuls les plus évidents, seuls les plus matériels nous sont révélés. Comme par exemple la nécessité d'être un homme et d'être adulte. Bref, dans la mort, on réservait à ces hommes particuliers le même traitement, caractérisé par un dénuement assez inhabituel pour l'époque. En effet, ici, pas d'armes, pas de parures, pas de poterie, il n'y a que ces hommes enterrés seuls. Et qui plus est, enterrés dans une position totalement atypique par rapport à la norme. Valérie Delattre et Laure Pecker ont d'ailleurs réussi à identifier deux types de positions assises récurrentes. La première se présente en tailleur avec les pieds joints, mais la seconde se présente avec un genou surélevé. Et c'est ce dernier type, la seconde position, qui prédomine, avec 70% des cas. Cette posture est savamment reproduite sur des sites très éloignés, ce qui incite à penser qu'elle renvoyait à quelque chose dans les mentalités gauloises. En fait, on a vraiment l'impression que rien n'est laissé au hasard, même dans le positionnement des inhumés assis les uns par rapport aux autres. Et cet aspect du phénomène est à mon sens particulièrement énigmatique. En effet, on s'aperçoit qu'on a souvent disposé les inhumés assis par paires, comme par exemple à Batilly ou sur l'esplanade d'Assy-Romance. Cela dit, il y a aussi des cas où ils sont plus nombreux, et dans ce cas, on les retrouve alignés de façon régulière, comme par exemple à Révier. Ajoutez à cela que les inhumés assis regardent souvent dans la même direction, comme par exemple à Batilly, où tous regardent vers l'entrée qui permet d'accéder à l'habitat. On peut également citer Assy-Romance, où les trois inhumés assis isolés ont tous le regard vers le soleil levant. Une disposition qu'on retrouve à l'identique à Soyaux, à 500 km de là. Clairement, la position de ces hommes est réfléchie à tous les niveaux. Et avant d'aborder la signification de cette position, posons d'abord deux questions cruciales. D'une part, est-ce qu'on a enfin trouvé des traces de mort violente pour accréditer l'idée d'un sacrifice? Et d'autre part, est-ce qu'on a du neuf sur la momification? Eh bien, pour la momification, oui, on a du neuf. Il s'avère qu'elle est très marginale, si tant est qu'elle soit vraiment confirmée, ce qui reste très difficile à trancher. Globalement, les inhumés semblent plutôt avoir été déposés en pleine terre, avec un comblement immédiat, donc un simple enterrement. Ce qui incite à prendre avec des pincettes les interprétations de potentielle momification. Quant à la question des causes de la mort, malheureusement, on n'est pas plus avancé sur ce point. En effet, aucune trace de mise à mort n'a pu être observée, même sur les individus les mieux conservés. Alors, de deux choses l'une,
soit ces hommes sont morts naturellement entre gros guillemets, soit ils ont été mis à mort suivant un procédé qui ne laisse pas de traces osseuses. Bref, on ne sait pas si ces gens ont été tués. Et puisque ces questions sont résolues, il est temps d'aborder la grande problématique, à savoir la signification de cette position assise. Et ce sont les archéologues Sophie Liégeard, Laure Pecker et Valérie Delattre qui, en 2014 et en 2017, ont proposé une alternative à l'interprétation classique des inhumés assis, en soulignant que la position assise est bien connue des représentations celtiques. Or, c'est une position qui ne concerne que des individus d'exception. Souvenez-vous par exemple des statues de Roch-Pertuse, sculptées au 5e siècle avant notre ère. On y voit des personnages assis. Or, on les considère traditionnellement comme des guerriers héroïsés. Un autre exemple un peu plus ancien et tout aussi intéressant est fourni par la tombe princière de Hordorf, où l'on a retrouvé tout un nécessaire à banquet. Haches et couteaux pour la préparation cérémonielle, de la vaisselle luxueuse pour la consommation, et surtout une incroyable banquette en bronze. Cette banquette a été interprétée par Stéphane Verger comme un trône multiple, un trône où l'on siégeait assis en tailleur, en position de majesté par excellence dans le monde celte. Mais si cette position est éminemment réservée aux personnages importants, elle n'est pas réservée aux mortels pour autant. Elle concerne aussi les dieux eux-mêmes. Ce bas-relief gallo-romain, par exemple, représente un dieu assis, probablement le fameux Cernunnos. Et bien que d'époque romaine, la représentation se place clairement dans une tradition celtique. Pour le second âge du fer en lui-même, la période gauloise entre gros guillemets, on a aussi quelques exemples intéressants, comme ce petit dieu assis du sanctuaire de la Bauve. Bref, cette position n'est pas anodine. Et c'est ce constat qui a amené Valérie Delattre et Laure Pecker à proposer en 2017 une nouvelle interprétation des inhumés assis. Nouvelle interprétation que nous allons découvrir. Qu'ils soient en tailleur ou avec un genou relevé, nos inhumés sont mis en scène dans une position symbolique et codifiée, une position liée au sacré. Or, seule une poignée d'élus accédaient à ce traitement dans la mort. Je rappelle qu'on ne connaît à ce jour qu'une 50aine de cas pour l'ensemble du monde gaulois. Ces privilégiés n'étaient donc probablement pas des hommes du commun, plutôt les membres d'une classe très sélective, avec des fonctions et un statut particulier. Des fonctions et un statut liés au sacré. C'est en tout cas la nouvelle interprétation que proposent Valérie Delattre et Laure Pecker. Ces hommes ne seraient pas des esclaves sacrifiés, mais des personnages sanctifiés. Des personnages qui, à leur mort, ne suivaient pas le parcours funéraire classique. Alors étaient-ils des prêtres, des wates, ces officiants du culte que mentionnent les textes romains, ou peut-être ces fameux druides, ces philosophes théologiens? Hélas, c'est impossible à dire. Pour rester neutre, Valérie Delattre et Laure Pecker préfèrent les définir comme une population sélectionnée dont toute ou partie de la vie était associée au divin. Ces hommes devaient être en lien avec l'accomplissement de la spiritualité en vigueur, et une fois venue l'heure du trépas, on les figeait éternellement dans une position symbolique. Alors, avec cette nouvelle vision du phénomène, est-ce la fin du mystère? Eh bien, non. Car aussi convaincante soit-elle, cette nouvelle hypothèse n'est pas davantage certaine que celle des sacrifices humains. Le fait qu'on ait sélectionné ces hommes selon certains critères, qu'on les ait mis en scène et qu'ils soient passés par un traitement codifié, eh bien tout ça pourrait aussi s'expliquer par du sacrifice humain. Aussi, l'idée du sacrifice dans sa formule la plus dépouillée, c'est-à-dire en enlevant le puits rituel, la momification, etc., eh bien cette idée ne peut être écartée à ce stade. Et c'est ce que résumait déjà Bruno Boulestin en 2012 dans un petit encart. Je cite « Pour aucune des suppositions, les arguments avancés ne sont réellement décisifs. Seule la piste de la sanction pénale, donc l'idée de condamner à mort, semble moins probable. Alors, sacrifier ou sanctifier, la question reste ouverte. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il y a autant d'inhumés assis concentrés à Assy-Romance, qui en un seul village contient près de la moitié des inhumés assis connus à ce jour. N'oublions pas que c'est un dossier archéologique très récent pour lequel l'enquête ne fait que commencer. Il y a encore 30 ans à peine, on ne soupçonnait même pas l'existence de ce phénomène. Alors que, visiblement, on touche du doigt quelque chose d'important.
quelque chose qui transcendait les communautés locales, qui dépassait vraiment l'échelle des petites communautés, et qu'on retrouve dans une forme quasi identique à des centaines de kilomètres de distance. C'est donc quelque chose d'important, et malgré ça, sans l'archéologie, cet aspect de la culture gauloise nous aurait à jamais échappé. Comme vous le savez, les Gaulois n'ont pas laissé de texte pour nous expliquer leur façon de vivre. Alors pour aller au-delà des témoignages latins ou grecs, nécessairement partiels ou déformants, on ne peut compter que sur les archives du sol. C'est grâce au travail des archéologues qu'au fur et à mesure, un tableau d'ensemble de l'histoire des sociétés gauloises se dessine sous nos yeux. Alors en attendant d'en savoir plus, ajoutons à ce tableau une nouvelle pratique énigmatique, inconnue des textes gréco-romains, et qui, d'une manière ou d'une autre, touchait au sacré. Une pratique sur laquelle les prochaines découvertes permettront peut-être de lever le mystère. D'ici là, et comme souvent en archéologie, affaire à suivre. Les amis, merci d'avoir suivi ce documentaire, c'était un gros morceau mais je suis très content de l'avoir traité enfin sur la chaîne. Sachez que cet épisode est potentiellement démonétisé par YouTube au vu du sujet. Si c'est le cas, je l'ai indiqué en commentaire épinglé et si c'est le cas, eh bien vos dons seront ma seule source de revenus pour cette vidéo. Donc si vous avez la possibilité et l'envie, si ça vous a plu, vous savez que vous avez le lien de mon Tipeee et Utip en description. Vous pouvez également vous abonner si vous avez envie de soutenir la chaîne gratuitement, ça aide au niveau du référencement de la vidéo, donc n'hésitez pas, le bouton est juste en dessous. Voilà. Bon allez, j'arrête de vous embêter, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout reposez-vous bien, voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des schmutz comme d'habitude, c'était Thomas, tchuss. Ah non, c'est top.